Je vous propose qu'on entame la session suivante. On va rester dans les milieux aquatiques et cette fois-ci, on va s'intéresser à une typologie d'organismes un petit peu spécifiques qui sont des organismes photosynthétiques, donc qui stockent de l'énergie sous forme carbonée à partir de l'énergie lumineuse et qui évoluent dans différents milieux aquatiques, qui évoluent à la fois dans les océans, dans les lacs, dans les rivières. On va parler des algues et plus spécifiquement des microalgues. Et pour illustrer toute l'inspiration qu'on peut tirer de ces organismes fabuleux, je vais inviter à me rejoindre Juliette Carpiels de Purnat et Cyrielle Houdin de Microfit, qui sont deux porteuses de projets qui vont nous parler de leur innovation. Et on a un troisième intervenant qui devrait nous rejoindre en cours de route, puisqu'il est parti chercher ses slides. Ah non, il est là. Et du coup, je vais l'inviter à nous rejoindre dès maintenant, François Godard de Carbonworks. Et je vais passer la parole en premier à Juliette Carpiels, qui travaille chez Purnat. Est-ce qu'on a une zapette pour passer les slides? Ouais, super. Bonjour à tous, merci Juliette pour cette introduction. Donc effectivement, je vais vous parler de microalgues et plus spécifiquement de la diatomée. Chez Purnat, nous travaillons sur la dépollution de l'air par le vivant en proposant un filtre qui va détruire la pollution. Donc avant de vous présenter ce produit et comment il a été inspiré par la nature, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ont dans leur entourage des gens atteints de maladies respiratoires comme de l'asthme? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous connaissez ces personnes? Voilà, il y a quand même un certain nombre de mains levées. Il se trouve que l'origine de ces maladies respiratoires est probablement liée à la pollution de l'air intérieur. Alors, ce n'est pas seulement une catastrophe environnementale, cette pollution, c'est également un fléau en termes de santé publique. Dans le monde, c'est la 4e cause de décès. Et en France, ça représente 20 000 décès par an. Ce qui fait que si on les rapporte, la mortalité dans les accidents de la route, c'est 7 fois plus important. Alors pour les accidents de la route, il existe des réglementations pour les limiter. En revanche, pour la qualité de l'air intérieur, il n'y a pas de réglementation, seulement des recommandations. Et pourtant, c'est jusqu'à 30% de perte de productivité et 3 fois plus d'arrêt maladie. Donc il est plus que nécessaire de limiter cette pollution, assainir notre air. Et pour cela, il existe des solutions actuellement dans le marché, mais qui se trouvent toutes être incomplètes et énergivores. Donc je m'explique. Premièrement, première solution la plus simple, ce serait tout simplement d'ouvrir la fenêtre pour ventiler nos intérieurs des bâtiments. Alors, on a été un petit peu habitué en période Covid. Il faut le faire régulièrement. Le souci, c'est que ça occasionne de nombreuses déperditions énergétiques. Une autre solution qui est assez répandue dans le marché, c'est d'utiliser des filtres à charbon actifs. Les filtres à charbon actifs, grossièrement, ce sont des éponges, ça va agir comme des éponges qui vont absorber en surface les polluants. Alors ça marche jusqu'à ce que le filtre soit complètement encrassé. En fait, les polluants vont devenir à la fin se désorber, on va perdre l'efficacité, on va augmenter aussi la consommation énergétique parce que ce type de filtre s'encrasse. Il s'encrasse et donc il va falloir changer ces cartouches. Donc on aura des coûts de maintenance et aussi des déchets qu'il faudra ensuite éliminer. Donc, dans ce contexte, notre entreprise Purnat, entreprise de l'économie sociale et solidaire, s'est donné une mission, celle de préserver la santé et le bien-être des populations en innovant toujours plus pour dépolluer nos environnements avec engagement, mais aussi responsabilité. Et pour ce faire, nous proposons donc un filtre de technologie de rupture brevetée. Donc vous voyez ici, il s'agit du premier filtre textile qui détruit à la source la pollution, ce qui va présenter l'avantage finalement de ne pas s'encrasser, donc une bonne alternative au charbon actif. Et comment il va détruire cette pollution grâce à un agent actif qui va être contenu dans un fil qui ensuite va être mis en forme sous forme textile. Donc cet agent photocatalytique, n'ayez pas peur de ce mot-là, je vous explique juste après, eh bien, il est contenu
au cœur de la fibre et pas seulement revêtu comme on peut trouver dans la concurrence. Pour développer ce matériau, nous nous sommes bio-inspirés d'un modèle vivant qui est la diatomée. Donc la diatomée, qu'est-ce que c'est ? C'est une microalgue qu'on trouve, comme l'a dit Juliette, dans toutes les eaux de notre planète habitée. Ça peut être océan, les mers, les rivières, les lacs. On n'a pas que de l'eau salée, on a aussi de l'eau douce. Et ces espèces-là, elles existent par centaines de milliers. Il existe différentes formes. Vous voyez ici quelques images. On a des sphériques, triangulaires, etc. Mais elles possèdent toutes le point commun d'être un être unicellulaire, donc composé d'une seule cellule, encapsulée dans un squelette de silice poreuse. Donc, c'est une sorte de petite coquille criblée de trous. Nous nous sommes inspirés doublement de la diatomée, d'une part pour ses propriétés de photosynthèse, et puis d'une part, grâce à sa morphologie poreuse, pour sa structure d'échange optimisée avec le milieu extérieur. Donc je vous explique tout ça. Tout d'abord, il faut savoir que la diatomée, ça a beau être un tout petit organisme, c'est une véritable championne de la photosynthèse. Donc la photosynthèse, normalement, ça fait appel à vos souvenirs de collège ou lycée. C'est un processus de réaction chimique activé par la lumière. On va convertir des molécules chimiques en d'autres molécules nécessaires à la croissance de cette microalgue. Donc, elle est tellement active qu'ici, elle va pouvoir former un quart du dioxygène produit dans le monde. Et nous sommes particulièrement intéressés à cette photosynthèse dans le but de la recréer artificiellement, d'une part. On s'est dit qu'il serait très intéressant donc, d'utiliser cette énergie lumineuse, cette fois-ci pas pour faire du glucose, mais plutôt pour casser des polluants en molécules inactives. Et ça, c'est possible grâce à la photocatalyse. Donc, c'est une sorte de photosynthèse artificielle. Donc, c'est un processus d'oxydation où là, on ne va pas utiliser des cellules végétales, on va les substituer à ce qu'on appelle un photocatalyseur. Donc, ça va nous permettre de driver notre réaction chimique. Donc, typiquement, comment ça se passe ? On utilise donc un matériau photocatalytique qui va être activé par de l'énergie lumineuse. Par exemple, des UVA. Donc, des UVA, c'est des UV qu'on trouve dans le spectre de la lumière solaire. Et lorsqu'on a de cette lumière UV incidente sur des matériaux semi-conducteurs photocatalytiques, donc typiquement on va utiliser des composés de crème solaire, donc ça peut être du dioxyde de titane ou encore des oxydes de zinc, on va en créer ce qu'on appelle des paires d'électrons-trous. Bref, ce que vous devez retenir, c'est qu'on va former ce qu'on appelle des superoxydes, des espèces très réactives qui sont instables et qui vont vouloir absolument se stabiliser en réagissant avec les molécules qui l'entourent. Donc si on le met en présence de polluants, ces polluants vont être découpés par les superoxydes jusqu'à former des toutes petites molécules. Et ces toutes petites molécules donc, vont finalement être minéralisées, c'est-à-dire transformées en CO2 et en eau. En bref, on passe de molécules dangereuses pour la santé à des molécules qui, elles, sont inoffensives. Alors, il existe un gros challenge pour faire de la photocatalyse avec des filtres. Donc là, ce dont je vous ai parlé, le processus de photocatalyse, c'est connu depuis une cinquantaine d'années au moins dans la littérature. En revanche, pour mettre en forme l'agent photocatalytique, c'est plus compliqué. Donc je m'explique. Lorsqu'on immobilise ce matériau actif, pour garder de l'efficacité, il faut maximiser les surfaces d'échange pour pouvoir efficacement donc, convertir nos polluants organiques, qui sont typiquement donc, des composés organiques volatiles, mais pas que, ça peut être des virus ou des bactéries. Eh bien, donc, forcément, nous utilisons un filtre illuminé par les UV, mais nous avons dû optimiser ces surfaces d'échange. Et pour ce faire, nous sommes encore une fois inspirés de la diatomée et puis particulièrement de cette porosité hiérarchisée. Donc ici, vous avez une petite image d'une espèce de diatomée dont je vais vous épargner le nom. Et si vous zoomez sur cette partie, sur cette petite espèce, vous voyez qu'en fait, elle est composée de multiples trous. En fait, il s'agit donc
de couches successives de porosité de différentes tailles. Donc finalement, la diatomée, c'est comme un mini-filtre, une mini-unité de filtration qui est optimisée pour à la fois capter la lumière, mais aussi maximiser les surfaces d'échange. Donc nous, on s'est dit qu'on allait recréer les alvéoles de la diatomée en vue de booster les propriétés de photosynthèse artificielle. Donc pour ce faire, nous avons fait un traitement à la surface des fibres. Ici, en fait, on utilise donc des fibres enchevêtrées qui composent notre textile. Et si on zoome à la surface de ces fibres, ici vous voyez des clichés de microscopie électronique, eh bien, on voit qu'on a recréé donc ces alvéoles, c'est-à-dire, vous voyez ici, entouré en rouge, ce qu'on appelle des macropores, donc des trous de taille de quelques centaines de nanomètres, qui vont avoir pour rôle de faire pénétrer le flux de polluants dans les fibres qui contiennent notre agent actif. Mais il y a également des plus petites particules qui vont former entre elles ce qu'on appelle de la mésoporosité. Donc en clair, des trous un peu plus petits qui vont permettre cette fois-ci de scinder le flux de polluants en plus petits canaux. Et ce flux de polluants, donc, ça va permettre de diviser et de fortement augmenter le temps de séjour du polluant au contact de l'agent actif. Donc on va avoir une augmentation de la surface d'échange des polluants. Et comment cela se traduit ? Alors, ici vous avez une comparaison de la dégradation d'un polluant modèle qui est l'acétone au cours du temps lorsqu'on illumine les textiles sous UV. Donc en bleu, vous avez les performances du filtre PureNat qui possède des propriétés photocatalytiques et cette structure alvéolaire que je viens de vous présenter. Et en gris, vous avez un filtre concurrent du marché qui utilise la photocatalyse mais qui n'a pas cette structure alvéolaire. Et vous voyez qu'on est plus performant, qu'on dégrade entièrement et plus vite le polluant modèle comparé à l'autre matériau. Et ça, donc, c'est notamment attribué à cette structure alvéolaire. Donc maintenant, vous connaissez comment fonctionne notre filtre et en quoi il a été inspiré du vivant et de la diatomée. Pour dire quelques mots de notre entreprise, donc il s'agit d'une jeune start-up. Nous avons été fondés en 2020. Actuellement, nous sommes 8 personnes et nous venons de finaliser une seconde levée de fonds. Nous sommes capables aujourd'hui de produire des mini-séries de textiles pour chantier pilote et là, nous entrons en phase de commercialisation. Je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Juliette. Je vous propose qu'on fasse le tour des interventions et qu'on revienne ensuite vers nos intervenants pour poser quelques questions. On aura un temps d'échange à la fin. Merci beaucoup, c'était très, très, très bien vulgarisé. En tout cas, j'ai tout compris, moi qui ne suis pas chimiste. Donc, merci beaucoup. Et maintenant, on va changer de secteur puisqu'on va aller vers le secteur de la cosmétique. Et je vais passer la parole à Cyrielle Houdin de chez Microfit. Merci. J'attends mes slides. Déjà, je vais commencer par me présenter. Donc, merci. C'est bon. Oui, je suis responsable marketing pour des ingrédients cosmétiques développés par Microfit. Et aujourd'hui, je suis contente de pouvoir vous permettre d'explorer un peu plus le monde des microalgues et notamment leur application pour la cosmétique et les compléments alimentaires. Déjà, je vais recontextualiser un petit peu, puisque ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, les microalgues, même si Juliette vous a déjà un peu parlé des diatomées. Mais je voulais déjà recontextualiser le monde des algues. Donc, c'est des végétaux chlorophylliens qui n'ont pas de racines, pas de feuilles, pas de fleurs, pas de graines, qui sont capables de se développer via la photosynthèse, notamment avec des éléments simples comme l'énergie lumineuse, le dioxyde de carbone, l'oxygène, pour produire de l'oxygène. Ils utilisent également l'eau et les sels minéraux. Donc je pense que vous avez plutôt l'habitude de voir ceux-ci, qui sont du coup des macroalgues, notamment qu'on voit facilement sur le littoral.
Ce sont des êtres pluricellulaires qui sont entre quelques dizaines de centimètres jusqu'à 10 mètres. Ce sont des êtres qui se fixent en fait sur le sol, et donc on peut en voir différentes formes et différentes couleurs, comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt les microalgues, et pour celles-ci, je pense que vous avez un peu moins l'habitude de les voir, puisque ce sont des êtres microscopiques qui font entre quelques micromètres jusqu'à quelques dizaines de micromètres. Donc ce sont des êtres unicellulaires qui flottent en pleine eau et qui ont des capacités assez extraordinaires. Et comme vous n'avez pas trop l'habitude de les voir, je vais vous présenter un peu leur biodiversité à travers quelques images, puisque en fait, chaque microalgue est un monde en soi, avec sa propre forme, sa propre couleur, ses propres caractéristiques, et notamment avec les composés qu'elles contiennent. Donc, c'est comme je vous l'ai dit, des êtres microscopiques, on n'a pas trop l'habitude de les voir, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me fais un petit peu plaisir. Celle-ci est un peu particulière aussi, je ne sais pas si vous avez pu le remarquer, c'est celle qui a inspiré en fait le logo Microphyt. Et donc sur celle-ci, c'est une colonie de microalgues qui en fait se rattachent et forment un écosystème ensemble. Maintenant, en ce qui concerne les biotopes des microalgues, on a forcément l'habitude de les rattacher aux océans, aux lacs, mais elles ont aussi la capacité de conquérir des milieux beaucoup plus arides et beaucoup plus difficiles aux formes de vie en général. Donc on peut les retrouver dans les lacs salés, les glaciers, les fumerolles et les déserts, et ceci notamment grâce à leur capacité extraordinaire de s'adapter et aux molécules qu'elles synthétisent. À l'heure actuelle, on estime entre 200 000 à plus d'1 million d'espèces de microalgues sur Terre, et donc on en a actuellement environ 30 000 en collection, donc c'est-à-dire qu'on les a répertoriées et analysées. Donc les microalgues, elles sont là depuis plusieurs milliards d'années sur Terre. Elles ont permis en fait de transformer un environnement qui était très hostile pour la vie en général, à le transformer en un milieu avec de l'oxygène, et donc de permettre aux plantes de se développer et ensuite plus généralement à la vie d'arriver sur Terre. Et ce qui est intéressant aujourd'hui de noter, c'est qu'elles sont toujours responsables de la plus grande majorité de l'air que l'on respire. Donc elles sont vraiment un atout majeur pour la planète. Et elles ont aussi un contenu de molécules vraiment très intéressant, et notamment elles contiennent des vitamines et des lipides très particuliers. Elles ont en fait la capacité par exemple d'être les seules à synthétiser de l'EPA et du DHA que vous pouvez trouver dans certains compléments alimentaires, qui souvent est bien extrait des poissons, mais qui en fait proviennent des microalgues qui ensuite sont mangées par les poissons. Et donc, grâce à toutes ces molécules qu'elles contiennent, elles sont notamment très intéressantes pour plusieurs domaines, donc forcément dans le milieu de la dépollution comme on peut voir, mais aussi il y a des beaux projets architecturaux qui s'en inspirent, notamment pour équiper des façades avec des microalgues et ainsi filtrer l'air sur lequel on respire. Il y a eu aussi des projets au niveau de la mode, de la nutrition notamment en remplaçant les œufs dans une mayonnaise, et bien évidemment dans la cosmétique, puisque, comme je vous l'ai dit, elles ont vraiment des particularités intéressantes aussi bien pour notre peau. Mais jusque-là, en fait, les microalgues sont extraordinaires, je viens de vous le dire, mais la capacité de les produire était jusqu'alors une limite, puisque les plus gros, actuellement on les produit dans des bassins ouverts ou, enfin surtout des bassins ouverts, où on peut retrouver du coup de la spiruline ou de la chlorelle, qui sont les plus importantes qu'on connaisse à l'heure actuelle. Mais ce système de bassin ouvert n'est pas adapté en fait à la totalité des espèces. C'est pour cette raison que Microphyt a été fondé en 2007, donc près de Montpellier, et notamment sur la base d'une technologie donc, que vous voyez en photo, et je vous montrerai une vidéo juste après, qui est de pouvoir reproduire le milieu de vie naturel des microalgues et ainsi avoir la capacité de les produire à grande échelle et peu importe l'espèce. Donc on a plus de 16 ans de recherche et développement dans la production des microalgues, appliquées maintenant à la cosmétique et aux compléments alimentaires. Et on est actuellement plus de 60 personnes, et l'idée c'est de lancer entre 2 à 3 nouveaux ingrédients par an pour solutionner les défis de demain, et donc apporter des solutions qui soient respectueuses de l'environnement tout en utilisant le génie des microalgues.
Donc, au sein de notre entreprise, on maîtrise la totalité de la chaîne de valeur, donc de la biodiversité et de la connaissance des microalgues jusqu'à la production des bioactifs. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Du coup, tout commence par cette étape R&D. Donc là, vous avez quelques photos de notre laboratoire, ce qu'on appelle notre Souchotech, où l'idée, en fait, c'est de monter progressivement en échelle les microalgues, de tester les milieux dans lesquels elles se développent le mieux, et ainsi d'augmenter de volume à volume afin d'arriver sur nos capacités industrielles. L'idée ici, c'est que la recherche et le développement va rechercher, en fonction des revendications qu'on le souhaite, les microalgues qui sont capables d'apporter les solutions. Ensuite, du coup, on passe dans ce système de photobioréacteurs. Donc, c'est des tubes en verre dans lesquels on a un flux diphasique qui s'écoule. L'idée donc de cette technologie hydrobiomimétique, c'est de reproduire le mouvement de la mer et donc d'avoir une agitation douce pour les microalgues et éviter de les fragiliser et de casser les cellules. On a aussi, grâce à cette technologie, un total contrôle de la lumière, du CO2, du pH, qui permet en fait d'optimiser la teneur en molécules d'intérêt et donc avoir une maîtrise totale sur la production de microalgues. Et donc, je vais vous montrer une courte vidéo sur ce système qui est assez intéressant. Donc, vous voyez ici le flux diphasique. Donc, on a en fait en continu un échange entre le CO2 dont la microalgue a besoin pour évoluer et grandir et le milieu de culture dans lequel elle baigne. Sur les vidéos, du coup, vous pouvez voir différentes couleurs puisque en fait, chaque couleur est une culture différente. Donc là, on est sous serre et maintenant on a un nouveau bâtiment qui est un bâtiment en dur dans lequel on peut en fait contrôler totalement la lumière. Donc ensuite, juste dans la salle derrière, nous allons en fait récolter cette culture, centrifuger et passer à l'étape d'extraction. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser des matériaux, des solvants verts, biosourcés, afin d'extraire les molécules d'intérêt. Donc on a une capacité de 50 à 2 fois 500 litres. On peut utiliser différentes machines, comme notamment des distillateurs à débit descendant. Et on a plusieurs filtrations qui permettent en fait d'avoir à la fin un extrait limpide, caractérisé en molécules d'intérêt. Maintenant, je vais vous donner un exemple un peu plus d'un ingrédient biomimétique qu'on a développé, qui a été le premier ingrédient développé par Microphyt en tant qu'ingrédient cosmétique, qui est en fait issu d'une microalgue adaptogène. On est parti sur la thématique du photostress urbain, donc la combinaison entre les UV et la pollution, qui est en fait une problématique assez importante, avec notamment une synergie entre ces deux stress qui est vraiment délétère pour la peau. Et donc, on sait que ces effets délétères vont avoir des dommages au niveau cellulaire, au niveau de l'ADN, et également détériorer la barrière cutanée, donc la peau, et donc mener à un teint terne. L'idée ici, c'est qu'on s'est inspiré d'abord par la résilience d'une microalgue un peu particulière, donc qui est Porphyridium cruentum, qui est né il y a 625 millions d'années et qui a la capacité de survivre dans des environnements extrêmes, notamment dans la mer de Corail en Australie et également dans le désert de Negev en Israël. Et donc cette petite microalgue unicellulaire, pour se protéger, donc elle n'a pas de coque, elle n'a pas de peau, elle n'a rien de particulier, juste un système de défense ultra puissant qui lui permet de résister au stress UV important de cette zone. Ensuite, on a été chercher un peu plus particulièrement dans cette microalgue ce qu'elle avait de particulier. Et là, ce qu'on a pu observer, c'est notamment la forte ressemblance, comme vous pouvez le voir sur l'image ici, entre la bilirubine, donc la molécule de gauche, que l'on retrouve dans le sang humain, et la phycoérythrine, donc la molécule de droite, qu'on retrouve dans les microalgues. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que ces deux molécules ont absolument la même structure cellulaire et sont également capables d'agir sur les mêmes mécanismes de défense. Notamment la bilirubine, en fait, va activer dans notre sang un système de détoxification pour aider notre corps naturellement à se protéger du stress. Et donc, on est parti du principe qu'en appliquant à la peau de la phycoérythrine, on allait naturellement déclencher le mécanisme de protection de la peau et donc activer la détoxification afin
d'anticiper ce stress aux UV et à la pollution, et donc de préparer naturellement la peau à l'exposition à ces deux stress. Donc, c'est tout naturellement qu'on a voulu utiliser cette microalgue, donc Porphyridium cruentum, et notamment d'aller chercher dans cette microalgue deux composés d'intérêt. Donc forcément la phycoérythrine, donc qui est une pigment capable d'absorber l'énergie lumineuse, mais également les exopolysaccharides, qui pour nous étaient très intéressants puisque ce sont des polymères marins qui sont capables de capter la pollution. Quelques résultats d'efficacité, puisque après on a testé donc là sur un explant de peau humaine l'efficacité de notre ingrédient. Vous pouvez voir ici en fait le témoin contrôle, donc c'est une coupe schématique de la peau dans laquelle on peut voir qu'il n'y a pas de dommage à l'ADN puisque pas de point violet. Maintenant, ce même explant, on l'a soumis aux UV et à la pollution. On observe une forte croissance de l'expression d'un marqueur qui est un marqueur de dommage à l'ADN. Et donc, on peut voir l'impact direct des UV et de la pollution sur les dommages à l'ADN. Et en appliquant en prévention notre actif, on est capable de réduire l'expression de ce marqueur et donc de protéger la peau contre les UV et la pollution. L'autre étude qu'on a faite, c'est une étude clinique donc sur des volontaires. On a choisi une ville très soumise aux UV et à la pollution, et donc pour cela, on a décidé de la faire en Chine, et on a mesuré la réduction des rougeurs de la peau. Donc, les volontaires en fait devaient appliquer le produit pendant 28 jours, et ensuite on a mesuré, grâce à des photos et à des appareils, des logiciels, la rougeur de la peau. Donc là, c'est la photo au début de l'étude, ensuite après 14 jours d'application du produit, puis après 28 jours de l'application du produit. Donc vous pouvez voir une nette diminution des rougeurs grâce à l'application. Donc pour synthétiser, renouvelant, c'est un ingrédient qui est fort intéressant pour nous puisque grâce à ces molécules d'intérêt, on arrive à renforcer la peau, à activer les molécules de défense et donc d'uniformiser le teint pour réduire les rougeurs et améliorer la luminosité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Cyrielle. Et on va accueillir notre dernier intervenant qui va nous parler plutôt de la capacité de stockage carbone des microalgues. Donc François Godard de Carbonworks. Merci beaucoup. Donc oui, je vais vous parler de l'intérêt des microalgues pour faire de la capture de carbone et aussi quelle est la mission de Carbonworks et comment arriver à cet objectif. Donc j'avais prévu de présenter un peu le bienfait des microalgues, enfin la diversité des microalgues, donc je pense que c'est pas nécessaire. Merci Cyrielle et Juliette pour les présentations, très belles présentations précédentes. Donc on va rentrer directement dans le sujet. Donc notre mission, c'est comment faire pour rendre durable agriculture et alimentation. Et comment faire des microalgues un pilier de la production de biomasse fonctionnelle de demain. Oups, je suis allé un peu vite. Alors, je pense que vous savez tous que la production de notre alimentation, la production végétale, la production animale, souffre du dérèglement climatique, mais c'est également, en est également en partie la cause. Donc, il y a un certain nombre de problématiques, notamment l'accès à la biomasse. Avec une concurrence qui est liée en partie au dérèglement climatique, un accès à la biomasse qui est restreint, une utilisation de la biomasse pour produire d'autres molécules, pour notamment remplacer des produits pétrosourcés. Donc on sait c'est un domaine sur lequel il y a énormément de potentiel, mais potentiellement une concurrence liée à l'accès de cette biomasse. Notamment par une autre problématique qui est la chute des rendements agricoles. Autre problématique également, c'est les émissions à gaz à effet de serre, en particulier la production animale qui est un poste important émetteur de gaz à effet de serre. Autre problématique, c'est l'atteinte à la biodiversité, en particulier par l'utilisation de produits phytosanitaires qui ont des effets dévastateurs sur
la vie, les insectes, le sol, etc. La production végétale nécessite de l'espace, nécessite de raser des forêts pour pouvoir cultiver. Donc c'est une vraie problématique. Et enfin, pour terminer, la problématique de la surpêche. Car alors notre alimentation, mais pas uniquement notre alimentation, repose sur l'exploitation des océans, donc qui sont pour certaines espèces en particulier largement surexploitées. Donc il nous faut trouver rapidement des solutions. Alors ces solutions ne doivent pas avoir recours accru à la biomasse existante et ne doivent pas également avoir recours au carbone fossile pour limiter donc l'impact sur le réchauffement climatique. Donc si nous produisions une biomasse nouvelle en exploitant le potentiel incroyable des microalgues photosynthétiques, donc les microalgues se développent, donc on l'a vu, par photosynthèse. Elles vont avoir besoin de carbone pour se développer, pour constituer l'ensemble des molécules qui vont être les briques pour constituer donc les cellules et la biomasse de microalgues. Donc ce carbone provient du CO2. Et il est nécessaire également de lui apporter de la lumière pour pouvoir réaliser cette photosynthèse. Donc finalement, ce qu'on va aller chercher dans les microalgues, ce sont des micro-usines qui vont pouvoir fabriquer, alors dans un cas précis, une molécule ou quelques molécules qu'on va pouvoir aller choisir dans une diversité absolument gigantesque. Et finalement donc faire devenir ces biomasses des ressources renouvelables qui vont pouvoir alimenter l'industrie. Et là on peut adresser beaucoup de marchés. On peut adresser, alors bien sûr on a parlé de la cosmétique, on peut parler de l'alimentation avec les compléments alimentaires, les oméga 3, mais également la pharmaceutique, l'agriculture, en proposant des solutions qui nous permettent d'éviter d'utiliser certains intrants. Donc voilà, notre solution, c'est donc s'allier au vivant et engendrer une biomasse nouvelle, fonctionnelle et diverse. Donc ça nous permet d'apporter une réponse aux différentes problématiques qu'on a vues précédemment. Par rapport à l'accès à la biomasse, donc on engendre une nouvelle biomasse. On n'a pas besoin de produire plus pour pouvoir exploiter donc cette nouvelle source de biomasse. On apporte des solutions dans l'agriculture et des solutions qui permettent de limiter, voire abolir la chute des rendements agricoles, notamment celle qui est liée au changement climatique, en apportant par exemple des biostimulants qui vont permettre aux plantes de mieux résister au stress abiotique comme la sécheresse, l'excès de chaleur, etc. C'est aussi des solutions de biocontrôle pour lutter contre certains pathogènes. Ces biomasses de microalgues, c'est aussi de fait par la photosynthèse un moyen de capter du CO2, donc d'avoir un impact positif sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et aussi, pourquoi pas, des solutions qui vont permettre d'éviter les émissions de méthane chez les ruminants. Ce type de production n'a pas d'impact sur la biodiversité. On va donc produire cette biomasse en n'utilisant aucun intrant qui vont potentiellement contaminer, venir altérer les écosystèmes. L'idée est de fonctionner sur une eau recyclée et un point également important, c'est avec une très faible emprise foncière. Donc finalement, un impact vraiment mineur sur la biodiversité de ce type de production comparé à la production végétale ou animale. Donc je l'ai déjà exprimé, c'est également moins besoin de terre parce que la production, ce type de production requiert beaucoup moins d'espace pour produire des quantités de biomasse beaucoup plus importantes. Et enfin, c'est un moyen de limiter la surpêche puisque les microalgues, comme l'a expliqué Cyrielle, sont les producteurs primaires des oméga 3. Donc je prends cet exemple qui est vraiment frappant. Actuellement, l'industrie utilise une pêche industrielle. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 1 million de tonnes d'huile de poisson qui sont utilisées tous les ans par l'industrie en général.
Et donc, voilà, avec certaines problématiques, avec des problématiques aussi liées au changement climatique qui font que la ressource commence à être altérée, il y a moins de poissons, la qualité est moins bonne. Donc, aller chercher ça chez les producteurs primaires serait a priori plutôt une bonne idée pour limiter cette surpêche. Alors, nous avons toutefois un problème. Alors, si on veut répondre à l'ensemble de ces problématiques, si on veut produire à grande échelle, le problème que l'on a, c'est que les cultures conventionnelles sont limitées en capacité. Il existe alors soit des systèmes lagunaires, ce qu'on appelle des raceways à ciel ouvert, ou les photobioréacteurs sont des systèmes qui peuvent produire de 25 à 70 tonnes de biomasse par hectare et par an. Donc c'est déjà très bien par rapport à la production végétale, mais c'est potentiellement assez limité si on veut pouvoir adresser des marchés de manière beaucoup plus large et développer de manière beaucoup plus large la filière microalgues. Donc ce que fait CarbonWorks, c'est inventer la culture de microalgues à grande échelle. Donc vous avez ici une photo de notre pilote qui fait un peu moins d'1 mètre cube, qui est une technologie qui est en phase de finalisation de l'ensemble de ces briques technologiques avant de réaliser une démonstration industrielle, puis envisager la construction de la première usine basée donc sur cette technologie. Donc le défi relevé par CarbonWorks, c'est donc cultiver les microalgues à l'échelle des besoins de l'agriculture et de l'alimentation. Donc je vous ai donné tout à l'heure un ordre de grandeur des capacités de production avec les systèmes de culture conventionnels, et donc qui plafonne à 75 tonnes par hectare et par an, là où la cible de CarbonWorks est d'arriver à 5000 tonnes de biomasse par hectare et par an. Ce qui correspond à 10 000 tonnes de CO2 captées par hectare et par an, donc un impact qui commence à devenir significatif sur la décarbonation, la captation de CO2 industrielle. Cette technologie, c'est une technologie deep tech de rupture qui a pour but donc de changer l'avenir de l'agriculture et de l'alimentation. C'est une technologie qui repose sur beaucoup d'innovations, nous déposons beaucoup de brevets et nous avons des indicateurs clés vraiment, depuis la création de CarbonWorks qui sont vraiment majeurs. Le premier, c'est le rendement surfacique, on l'a vu, avoir cette cible, cette capacité de produire 5000 tonnes de biomasse par hectare et par an. Un deuxième indicateur, c'est la durabilité. Nous réalisons des analyses de cycle de vie, alors à la fois de notre technologie, mais également des futures solutions que l'on développe, qui seront produites dans nos futures usines. Et enfin, un point également essentiel, c'est la compétitivité, c'est-à-dire être capable de produire à l'échelle est bien, mais il faut également que les marchés, que ce soit compatible avec les marchés, que la compétitivité soit là pour pouvoir réellement développer cette filière et développer cette filière. Voilà, donc j'en termine. Donc finalement, CarbonWorks cherche à inventer un monde sans carbone fossile et avec les microalgues, inventer le monde de demain et rendre durable agriculture et alimentation. Je vous remercie. Un grand merci à tous les trois. C'est fou parce qu'à chaque édition de Biomu Expo, on a des témoignages sur des entreprises qui basent leurs travaux sur les microalgues. Et tous les ans, on a des nouveaux projets. Donc c'est des modèles biologiques qui sont assez fabuleux. Est-ce qu'à la régie, on a le temps pour une question du public? Il nous reste 1 minute. Ouais. Allez, on va prendre ce temps-là. Et sinon, on vous attendra à la sortie pour d'autres questions. C'est bon? Une question? Ouais. Merci. Oui, bonjour, merci beaucoup à tous les trois pour vos présentations très inspirantes. Une question pour CarbonWorks. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur le métabolisme de votre algue? Est-ce que c'est de la photosynthèse et comment est-ce que la lumière est apportée dans un réacteur hermétique? Merci.
Alors oui, bien évidemment, c'est de la photosynthèse. Pour pouvoir justement bénéficier de cette captation de CO2, notre technologie repose sur la photosynthèse. Alors le début de votre question, c'était... Oui, alors l'apport de lumière, c'est un apport de lumière, c'est un parti pris en fait. Si on veut cultiver les lumières avec les technologies conventionnelles, les photobioréacteurs tubulaires, les systèmes lagunaires, on est obligé d'étendre, d'exposer la biomasse à la lumière. Nous, le parti pris, c'est d'amener la lumière à l'intérieur du réacteur, ce qui nous permet de verticaliser la production et de pouvoir passer de 75 tonnes à 5000 tonnes. C'est en grande partie grâce à ça. Alors, c'est pas que ça, parce que c'est une technologie... il y a de multiples briques technologiques. La lumière en est une, bien évidemment. Donc, je ne peux pas vous l'expliquer dans le détail, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'hydraulique, il y a le transfert de gaz, un certain nombre d'éléments qui font qu'on arrive à avoir une technologie la plus performante possible, mais aussi dans cet espace, cette emprise au sol très restreinte grâce à la verticalisation. Bon, un grand merci. Merci beaucoup Juliette pour l'animation. Merci beaucoup Microfit, Carbon Works et Purnat.